Gene Hackman possédait un tunnel secret sous son domaine. Et ce que les analyses ADN ont révélé à l'intérieur constitue de très mauvaises nouvelles, précisément pour lui. Pas pour son héritage, ni pour l'image que le public gardera de lui, pour lui personnellement, pour les choix qu'il a faits, et pour ce que les enquêteurs fédéraux peuvent désormais prouver qu'il faisait délibérément dans les années précédant sa mort. Les résultats ADN ont immédiatement déclenché une classification de sécurité nationale. L'affaire a été retirée des circuits d'investigation habituels en l'espace de quelques heures. Et quand on comprend ce que la matière biologique découverte dans ce tunnel a réellement confirmé sur les agissements de Hackman, pas seulement l'existence du tunnel, mais ce qu'il savait, ce qu'il a choisi de faire et ce qu'il a gardé caché, l'histoire cesse d'être un mystère. Elle devient un verdict. La version officielle que personne n'a remise en question. Quand Gene Hackman est décédé dans son domaine de 4 millions de dollars à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, l'explication officielle semblait s'écrire d'elle-même. Il avait 95 ans. Son épouse, Betsy Arakawa, était déjà décédée. Un vieil homme, isolé dans le deuil, se retirant du monde jusqu'à ce que son corps lâche. La cause du décès de Betsy avait été attribuée à une grave infection virale. Celle de Gene était mentionnée comme une insuffisance cardiaque. Le récit était net. Il était humain. Il était faux. Pour la plupart des observateurs, même la présence immédiate d'agents fédéraux sur le domaine n'a quasiment pas retenu l'attention. Un homme de la notoriété et de la fortune de Hackman justifiait bien quelques précautions procédurales, n'est-ce pas? L'intervention du FBI s'est fondue dans la logique du protocole standard applicable aux grandes propriétés qui changent de main sans préavis, les lourds portails en acier, les détecteurs de mouvement encerclant la propriété, les caméras thermiques positionnées à intervalles calculés le long des murs d'enceinte. Tout cela passait pour les excentricités attendues d'une légende d'Hollywood habituée à gérer des décennies d'attention indésirable. Les accords de confidentialité juridiquement imposés à chaque personne ayant jamais travaillé sur le domaine, raisonnables, discrets, parfaitement compréhensibles. Et c'est précisément ce qui avait rendu la dissimulation si efficace. Le domaine lui-même entretenait l'illusion. Il était situé derrière d'épais murs de pierre, totalement à l'écart du réseau routier principal de la région. Des décennies d'isolement délibéré avaient banalisé chaque mesure défensive. Au moment où Hackman s'était complètement retiré de la vie publique, le complexe ressemblait moins à une retraite de célébrité qu'à un périmètre contrôlé. Personne qui passait devant n'y accordait la moindre pensée. C'était entièrement voulu. Voilà où les explications s'effondrent. Lorsque la première équipe de criminalistique fédérale a franchi la porte d'entrée, elle ne pénétrait pas dans les suites d'une mort tranquille. Elle entrait dans une scène qui avait été gérée de manière délibérée. Et dès l'instant où les enquêteurs ont reconstitué la chronologie comportementale, la vraie, reconstituée à partir des données du serveur de sécurité, toutes les hypothèses propres avec lesquelles ils étaient arrivés ont commencé à s'effriter. Betsy Arakawa est décédée 7 jours complets avant Gene Hackman. 7 jours durant lesquels l'ensemble du système de télécommunication du domaine n'a enregistré aucun appel sortant, aucun appel au service d'urgence, aucun à la famille, aucun contact médical d'aucune sorte. Pendant 7 jours, un homme de 95 ans, souffrant d'une maladie cardiaque documentée, est resté seul dans un complexe hermétiquement fermé, avec le corps de sa femme, sans jamais décrocher un téléphone. Les enquêteurs ont récupéré les données du serveur de sécurité centrale du rez-de-chaussée. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas le registre désorganisé d'un homme submergé par le chagrin. Les meubles de la chambre avaient été déplacés de leur position d'origine. Des coffres-forts personnels avaient été forcés, et le jour même de la mort de Betsy, Gene Hackman avait entré manuellement le code permettant de désactiver toutes les caméras de surveillance intérieure de la propriété, tout en verrouillant simultanément les alarmes du périmètre extérieur à leur sensibilité maximale. Cette configuration n'est pas celle de la panique, c'est de l'architecture. L'aveuglement délibéré d'un système et la préservation calculée d'un autre, un arrangement conçu par quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'il faisait et ce qu'il devait impérativement dissimuler.
Les analystes comportementaux chargés d'examiner les données de sécurité ont été sans équivoque. Il ne s'agissait pas d'une désorientation émotionnelle. C'était la signature indéniable d'un processus de confinement délibéré, conçu pour aveugler l'environnement intérieur tout en maintenant la barrière extérieure à pleine puissance opérationnelle. Ce détail est important en raison de ce que le dossier judiciaire fédéral allait confirmer par la suite. C'est la première preuve que ce qui s'est passé dans cette propriété n'était pas passif. C'était un choix. Gene Hackman a pris une série de décisions délibérées et conscientes pour maintenir et protéger quelque chose enfoui sous cette propriété. Les analyses ADN et les preuves microscopiques d'abrasion confirment la réalité physique de ces décisions. C'est précisément ce qui constitue un problème majeur pour lui. Les preuves ne décrivent pas un homme pris dans des circonstances qui le dépassaient. Elles décrivent un homme qui savait exactement ce qu'il gardait et qui a choisi à maintes reprises, jusqu'à la toute fin, de continuer à le garder. Ce que le LAR a découvert dans le substrat rocheux a contraint les agents fédéraux à aller plus loin. Littéralement. Des équipements de balayage LAR et des réseaux d'imagerie thermique ont été déployés sur l'ensemble de la propriété de Santa Fe. Le LIDAR, qui signifie détection et télémétrie par la lumière, fonctionne en projetant des impulsions laser à grande vitesse sur des surfaces, puis en mesurant le temps de retour avec une précision extraordinaire, construisant ainsi des cartes tridimensionnelles détaillées des cavités cachées sous toute structure sans perturber le sol au-dessus. C'est la même technologie utilisée pour localiser des cités anciennes enfouies sous une épaisse canopée de jungle. Ici, elle était dirigée vers le bas, à travers les planchers de la maison d'un homme mort. Dès le premier passage de balayage, le système a signalé une anomalie thermique profonde. Elle s'étendait depuis derrière le mur de la bibliothèque privée de Gene Hackman, plongeant à travers des dizaines de mètres de roches solides du Nouveau-Mexique. Les agents ont recoupé ce résultat avec les archives du cadastre et des permis de construire du comté. Ce qu'ils ont trouvé, ou plutôt ce qu'ils n'ont pas réussi à trouver, a confirmé que cette anomalie était quelque chose de bien plus grave. La structure souterraine que le LIDAR venait de cartographier dans un détail tridimensionnel parfait n'apparaissait nulle part dans aucun document administratif déposé auprès du comté. Elle n'avait jamais été enregistrée, elle n'avait jamais été déclarée, elle n'existait pas officiellement. L'entrée était dissimulée derrière une bibliothèque. Ce seul détail susciterait du scepticisme si le mécanisme qui la commandait n'était pas aussi délibérément, presque brutalement fonctionnel. Il n'y avait ni scanner biométrique, ni interrupteur électronique, ni signal sans fil d'aucune sorte. Ce qui sécurisait ce passage était un système de verrouillage mécanique complexe, intégré directement dans le bois et l'acier. Une séquence précise d'actions physiques devant être effectuée entièrement à la main, nécessitant une force considérable pour désengager les solides verrous en acier encastrés dans le cadre. La philosophie de conception était spécifique et intentionnelle. Un système ne générant aucune signature radiofréquence. Un système continuant de fonctionner lors d'une panne de courant totale. Un système imperméable à la surveillance à distance, au déclenchement accidentel ou à la détection par des équipements de balayage électronique. Quiconque a conçu cette entrée l'a bâtie pour la durabilité, le secret et la résilience dans des conditions auxquelles la plupart des gens n'auraient jamais songé à se préparer. Les agents franchirent le seuil et descendirent. La section supérieure du tunnel, la plus proche du niveau du sol, était renforcée de béton coulé et de poutres en acier. Le docteur Marcus Elford, ingénieur en structure rattaché à l'équipe fédérale d'expertise judiciaire, examina l'espacement des rivets et garda le silence pendant plusieurs secondes avant de prendre la parole. L'espacement et la méthode de coulage correspondaient aux normes de construction sécurisée d'usage militaire des années 1950. Exactement. Il dit à l'enquêteur principal qu'en 30 ans d'évaluation structurelle, il n'avait rencontré cette configuration de rivets spécifique qu'en 2 autres endroits. Les 2 étaient des installations fédérales classifiées, mais à une profondeur de 12 mètres environ, tout changea.
Le béton industriel s'arrêta, les poutres en acier disparurent. Ce qui les remplaçait, c'étaient des murs de pierre brute taillés de milliers de marques d'outils primitifs. La qualité de l'air dans la section inférieure révélait quelque chose de profondément troublant, des gradients thermiques anormaux, des variations soudaines de l'humidité et une forte concentration de particules métalliques oxydées en suspension dans l'atmosphère. Le genre de signature chimique laissée par une exposition prolongée à des matériaux et à des procédés qui n'avaient rien à faire à l'intérieur d'une grotte naturelle hermétiquement close. Le noyau de pierre taillé à la main de ce tunnel n'était pas une construction moderne. Il faisait partie d'une ancienne formation géologique artificielle façonnée par des mains humaines bien avant que la section supérieure militaire ne soit édifiée au-dessus et bien avant que le domaine lui-même ne soit jamais établi sur ce terrain. Quelle qu'ait été la vocation originelle de ce tunnel, elle était antérieure à la construction des années 1950 qui le dissimulait. Elle était antérieure au domaine. Elle était peut-être antérieure à quiconque encore en vie, sachant qu'il existait. Ce n'était pas un bunker doté d'une ancienne section, c'était une structure ancienne qui avait été renforcée, militarisée et enfouie sous une propriété privée avec l'intention délibérée que personne à l'extérieur ne la retrouve jamais. Ce que l'ADN avait confirmé, les échantillons de poussière prélevés sur le mécanisme de verrouillage du tunnel racontaient une histoire qui fit basculer toute l'enquête sur la mort dans une autre direction. Le technicien spécialiste en médecine légale Raymond Voss, rattaché à l'équipe fédérale des preuves du bureau d'Albuquerque, fut le premier analyste à examiner les engrenages intérieurs du système de verrouillage sous grossissement. On lui avait demandé de chercher tout élément incompatible avec une longue période d'inutilisation. Ce qu'il découvrit à la place lui fit poser ses instruments et appeler son supérieur avant même d'avoir écrit un seul mot dans son rapport. Les marques d'abrasion métallique sur les engrenages intérieurs étaient récentes. Pas vieilles, de plusieurs mois, pas de plusieurs années, mais de quelques jours seulement, s'alignant avec une précision médico-légale sur la fenêtre de 7 jours séparant la mort de Betsy Arakawa de celle de Gene Hackman. La conclusion était inévitable. Un homme de 95 ans, au stade documenté final d'un déclin cardiaque, n'avait pas passé ses derniers jours confiné dans son lit. Il était descendu dans ce tunnel. Il avait manœuvré ses lourds verrous mécaniques. Il s'était enfoncé dans l'obscurité froide et souterraine à un moment donné au cours de ces 7 derniers jours et était remonté à la surface avant de s'effondrer pour la dernière fois. Mais c'est l'analyse de l'ADN extraite des matières organiques collectées plus profondément à l'intérieur du tunnel qui modifia entièrement la nature de l'enquête et produisit des résultats que les autorités fédérales s'empressèrent de classifier. Ce que les tests ADN révélèrent n'était pas la preuve d'une occupation occasionnelle ou d'un simple stockage de longue durée. Les matières génétiques récupérées dans les sections les plus profondes de la chambre souterraine indiquaient une exposition à des conditions biologiques qui n'auraient pas dû exister dans un espace souterrain isolé sous une propriété privée à Santa Fe. La classification précise de ce qui fut identifié n'a pas été rendue publique. Ce qui a été confirmé par des sources proches de l'équipe médico-légale initiale est ceci. Les résultats ADN déclenchèrent une escalade immédiate de la réponse fédérale. L'affaire fut retirée des circuits d'enquête standards et acheminée via des protocoles de classification habituellement réservés aux questions d'infrastructures de sécurité nationale active. Pas une curiosité historique, mais une préoccupation active et en cours. La matière organique trouvée dans cette chambre n'avait aucune explication innocente. Sa présence confirmait que le tunnel n'était pas resté en sommeil. Quelque chose de biologique, quelque chose qui avait produit des traces d'ADN récupérables, avait été actif dans cet espace. Et les personnes ayant le pouvoir de classifier cette découverte décidèrent en quelques heures après l'avoir reçue que le public n'avait pas besoin de savoir ce que c'était. Quoi que Gene Hackman ait fait dans ce tunnel, quoi qu'il ait surveillé et protégé, cela revêtait une importance au niveau étatique, allant bien au-delà des choix personnels d'un acteur retraité vivant tranquillement dans le désert du Nouveau-Mexique. Une chronologie impossible à écarter d'un revers de main. Les résultats ADN n'existaient pas de manière isolée. Ils s'inséraient dans une chronologie physique que les enquêteurs avaient déjà du mal à rationaliser.
Considérons ce que les données de sécurité avaient établi avant l'arrivée des résultats ADN. Betsy Arakawa meurt ce même jour. Pendant ces 7 jours, Gene Hackman désactive chaque caméra de surveillance intérieure du domaine, tout en maintenant les alarmes périmétrales au niveau maximum. Aucun contact avec l'extérieur n'est établi durant cette période. L'analyse microforensique de Raymond Voss sur le système de verrouillage mécanique confirme que le tunnel a été utilisé précisément dans cette fenêtre temporelle. Et désormais, l'analyse ADN des matériaux prélevés au point le plus profond de la chambre souterraine confirme une activité biologique incompatible avec une dormance prolongée. Chaque élément, considéré isolément, pourrait théoriquement être écarté. Un homme qui coupe ses caméras dans les premières heures du deuil. Un vieillard désorienté peut-être, descendant des escaliers qu'il n'aurait pas dû emprunter. Une contamination ADN liée à des décennies de présence humaine. Mais empilés les uns sur les autres, dans cet ordre précis, ces arguments s'effondrent, car tous pointent dans la même direction. Vers un homme qui, dans les derniers jours de sa vie avec un cœur défaillant, accomplissait des tâches spécifiques dans un ordre précis, non pas de façon aléatoire, non pas sous le coup de l'émotion, mais avec la précision méthodique de quelqu'un exécutant un protocole maintes fois répété. C'est ce détail que les premiers reportages ont complètement manqué. Lorsque les enquêteurs arrivent sur la scène du décès accidentel d'un vieillard confus, ils ne procèdent pas immédiatement à la classification des découvertes forensiques. Ils ne déploient pas d'équipement de blindage des signaux à la faveur de la nuit. Ils n'émettent pas de restrictions de sécurité nationale sur des rapports de plaintes municipales datant de 2019. La rapidité et la forme de la réaction gouvernementale en disent bien plus sur ce qui a réellement été trouvé que n'importe quel communiqué de presse ne le fera jamais. Et les résultats ADN n'étaient pas la seule anomalie biologique signalée depuis la chambre. Des échantillons atmosphériques prélevés dans la section la plus profonde du tunnel ont révélé des composés chimiques associés à des processus métaboliques organiques, ni des résidus anciens, ni des émanations géologiques, mais des composés actifs produits par des systèmes biologiques vivants. Cette découverte a été intégrée au même arrêté de classification que l'analyse ADN. Les deux ont été scellés dans la même fenêtre de 12 heures dans la chambre du fond. Lorsque l'équipe d'investigation complète a atteint la base du tunnel, elle a pénétré dans un espace qui a démoli chacun des cadres conceptuels qu'elle avait apportés avec elle. Le sol de pierre naturelle avait été intentionnellement nivelé. Sa surface était gravée d'un système complexe de coordonnées astronomiques, une cartographie précise des orbites planétaires impliquant une connaissance mathématique avancée, totalement incompatible avec un usage privé ordinaire. Des caisses en bois étaient dispersées sur le sol, contenant des composants métallurgiques d'origine inconnue. Beaucoup avaient été coulés en une seule pièce solide, sans aucune soudure, une méthode de fabrication sans précédent dans la métallurgie industrielle documentée du début du XXe siècle. Mais rien de tout cela n'était ce qui avait cloué l'équipe sur place, fixé le long du mur de pierre brute, maintenu par des supports métalliques résistants à la corrosion, se trouvait un système de communication en circuit fermé. Un épais câble coaxial, isolé par un caoutchouc industriel dense, traversait directement la paroi au-dessus et perçait des dizaines de mètres de roches solides avant de se terminer au cœur de la chambre souterraine. La docteure Claire Souza, analyste en systèmes électriques détachée d'une unité fédérale d'évaluation des infrastructures, a été appelée pour examiner ce circuit. Elle a confirmé officiellement qu'il ne s'agissait pas d'un vestige d'une ancienne rénovation. En remontant la source d'alimentation, elle a découvert un réseau de batteries alcalines localisées, fonctionnant de manière totalement indépendante du réseau électrique du domaine en surface, dimensionné et configuré pour fonctionner sans interruption, même en cas de coupure totale de courant en surface. Elle a confié à ses collègues qu'il s'agissait de l'une des infrastructures électriques les plus délibérément conçues qu'elle ait évaluées en dehors d'une installation classifiée. Le système était actif. Son boîtier de protection présentait des traces manifestes de nettoyage régulier et d'un entretien volontaire, réalisé avec un soin constant pour résister au niveau d'humidité présent dans la caverne.
Lorsque Souza a démonté les connecteurs physiques pour examiner l'intérieur, elle n'a trouvé ni microphone, ni haut-parleur, ni aucun mécanisme permettant une communication vocale dans quelque sens que ce soit. Le câble aboutissait à un large transducteur mécanique de signal, un dispositif dont la seule fonction était d'être plaqué contre des surfaces solides pour capter des vibrations à très basse fréquence. De minuscules fluctuations de pression, de subtils mouvements se propageant à travers l'épaisse masse de pierre, étaient convertis en signaux électriques, puis remontaient par le câble enterré directement vers un haut-parleur de surveillance dissimulé dans les appartements privés de Gene Hackman à l'étage. Pendant un nombre d'années impossible à déterminer, Gene Hackman n'avait pas simplement vécu dans ce domaine. Il y avait été posté en sentinelle à l'écoute non pas de voix, ni d'émissions, ni du monde extérieur, mais des vibrations de ce qui se pressait contre l'autre face d'un mur scellé, à 12 mètres sous le plancher de sa chambre. La porte qu'on ne pouvait pas ouvrir, à l'extrémité terminale de ce câble analogique, fixé à la structure la plus profonde, contre la paroi la plus reculée de la chambre, là où la caverne se resserrait en un étranglement non naturel, se dressait une massive porte de fer. Elle n'était pas fabriquée dans des matériaux balistiques modernes. C'était de l'acier au carbone marqué par un âge considérable, entièrement plan. Aucune poignée extérieure, aucun verrou mécanique, aucun clavier électronique, aucune charnière visible sur l'une ou l'autre face. Chaque joint le long de son périmètre, chaque point de contact entre la porte et le cadre naturel en pierre qui l'entourait, avait été scellé par des cordons de soudure continus, ininterrompus, permanents, appliqués entièrement depuis l'extérieur. C'est ce détail qui a fait voler en éclats tout le cadre de l'enquête. Une porte de bunker est conçue pour protéger ceux qui se trouvent à l'intérieur d'une intrusion. La poignée, le verrou, le mécanisme de fermeture, tout cela existe pour que les personnes à l'intérieur gardent le contrôle. Elles peuvent ouvrir, elles peuvent sortir. Mais une porte soudée de façon permanente depuis l'extérieur, sans aucun mécanisme sur l'une ou l'autre face, obéit à une logique entièrement différente. Ce n'est pas une porte construite pour protéger. C'est une porte construite pour contenir, pour sceller, pour s'assurer que ce qui se trouve de l'autre côté y reste de manière permanente et inconditionnelle. Lorsque ce seul détail parvint aux enquêteurs fédéraux, il inversa complètement la narration entière du domaine au-dessus. Les imposants murs de pierre, les accords de confidentialité stricts qui effaçaient chaque employé de tout registre public, l'isolement total vis-à-vis des infrastructures routières et utilitaires environnantes, la désactivation délibérée par Gene Hackman de ses propres caméras de surveillance interne dans les heures suivant la mort de sa femme. Tout cela, rassemblé à la lumière de cette porte d'acier soudée, ne ressemblait plus du tout aux précautions d'un homme célèbre lassé des caméras. Il ne se protégeait pas lui-même du monde. Il protégeait le monde de ce qui existait de l'autre côté de cette barrière scellée. Pendant des années, peut-être pendant les 2 dernières décennies entières de sa vie, Gene Hackman avait été le seul gardien civil d'une structure de confinement géologique, utilisant les défenses périmétriques du domaine pour empêcher tout accès accidentel à l'entrée du tunnel, s'appuyant sur le câble analogique et le haut-parleur de surveillance pour suivre en permanence la pression, le rythme et les vibrations de ce que la porte de fer retenait, vérifiant jour après jour que le sceau physique demeurait intact. L'ampleur de ce qu'il avait porté seul fut révélée le plus clairement par ce que firent ensuite les autorités fédérales. Il disposait sur place d'équipements de découpe au plasma, des outils de niveau industriel capables de franchir n'importe quelle structure d'acier en quelques minutes. Pas un seul agent présent n'était autorisé à les activer. Des spécialistes de la sécurité nationale se tinrent devant cette porte rouillée, analysèrent les cordons de soudure, documentèrent la carte astronomique des étoiles gravées dans le sol et prirent une seule décision. Tout reste scellé. La barrière ne sera pas franchie. Ils refusèrent d'ouvrir ce qu'un homme avait consacré toute sa vie à maintenir fermé, le verrouillage de l'information. Au moment où les rapports techniques détaillant la porte soudée, le câble d'écoute et les résultats d'ADN classifiés parvinrent au commandement central. La collecte de preuves sur le site fut intégralement suspendue. Un verrouillage total de l'information fut imposé. Aucune documentation médico-légale ne fut transmise à la presse.
Les journalistes locaux qui tentaient d'approcher le périmètre furent refoulés par la police militaire. La propriété des forêts environnantes fut placée sous contrôle gouvernemental spécial, justifié par des dispositions d'urgence liées à la sécurité nationale. Chaque demande d'accès à l'information réclamant les plans structurels du site fut rejetée selon les protocoles de classification les plus élevés disponibles. Et c'est alors que l'effacement des données fut mis au jour. Des enquêteurs indépendants cherchant à retrouver des archives municipales découvrirent que les plaintes de résidents déposées entre 2019 et les rapports les plus récents, soumis par des habitants vivant à plusieurs kilomètres du domaine, avaient été méthodiquement supprimées de chaque base de données d'État accessible aux chercheurs civils. Ces plaintes décrivaient une vibration mécanique basse fréquence récurrente provenant du sous-sol, se manifestant régulièrement aux alentours de 2 heures du matin. Des capteurs sismiques civils avaient enregistré ces perturbations à l'époque. Les autorités locales les avaient officiellement écartées par écrit comme des interférences provenant de la plomberie publique ou des infrastructures de chauffage souterraines. Ces archives n'existaient plus dans aucun système d'État. Les convois militaires non identifiés qui arrivèrent sur la propriété à la faveur de la nuit dans les jours suivant la découverte du domaine transportaient une technologie de blindage de signaux. Leur mouvement ne ressemblait en rien à une opération de recherche archéologique, ni à une intervention fédérale standard en matière de médecine légale. Il s'agissait de la rotation coordonnée d'un dispositif de gestion des risques, manifestement en place sous une forme ou une autre depuis très longtemps, un dispositif qui savait déjà ce qui se trouvait là-dessous et attendait simplement le bon moment pour reprendre les choses en main. L'ensemble des preuves matérielles réunies pointe vers une conclusion profondément troublante. Une autorité puissante et invisible avait depuis longtemps connaissance du tunnel, de la chambre, de la porte de confinement et du système d'écoute. Ils n'y ont pas réagi comme face à une nouvelle découverte. Ils se sont mobilisés pour récupérer un actif existant qu'ils avaient apparemment laissé un seul civil entretenir, financer et garder à ses propres frais pendant des décennies, tandis qu'eux-mêmes restaient commodément invisibles en arrière-plan. Ce n'est que lorsque le dernier gardien s'est finalement effondré qu'ils sont sortis de l'ombre pour reprendre ce qu'ils avaient toujours surveillé. Et voici ce que personne, dans la couverture médiatique initiale, n'a pris la peine de demander. Si Gene Hackman agissait véritablement seul, si tout cela n'était que l'obsession privée d'un vieux homme excentrique, pourquoi le gouvernement fédéral disposait-il déjà d'un protocole de réponse classifié? Pourquoi des équipes de découpe au plasma étaient-elles préautorisées à intervenir sur place mais interdites d'utiliser leur équipement? Pourquoi un refus de demande d'accès à l'information fut-il émis en quelques heures sous un niveau de classification exigeant l'approbation d'une chaîne d'accréditation en sécurité nationale qui n'agit pas dans l'urgence? La rapidité de cette réponse ne décrit pas un gouvernement découvrant quelque chose d'inattendu. Elle décrit un gouvernement gérant une situation connue qui venait simplement de devenir publique. Les 7 derniers jours, lorsque les preuves microforensiques, les données de transmission de signaux, les résultats d'ADN classifiés et la porte soudée hermétiquement sont examinés ensemble, le silence de Gene Hackman durant les 7 jours suivant la mort de Betsy cesse d'être explicable par le deuil, le choc ou l'effondrement psychologique. C'était un protocole de sécurité exécuté jusqu'à sa limite absolue par un homme qui comprenait précisément ce qu'un échec aurait coûté. Au moment où Betsy rendit son dernier souffle, le cœur défaillant de Hackman se trouva confronté à un calcul impitoyable. Un seul appel d'urgence aurait déclenché une réaction en chaîne irrépressible. La police locale, les secouristes, les équipes médico-légales, les médias, des personnes sans aucune connaissance des protocoles de confinement, sans conscience du tunnel, sans compréhension de ce qui était scellé à 12 mètres sous le plancher de la bibliothèque. Ils auraient parcouru les couloirs, ils auraient fouillé les pièces, ils auraient inévitablement atteint la bibliothèque. Et la curiosité humaine ordinaire, sans malveillance aucune, juste l'instinct d'enquêteurs faisant leur travail, aurait pu perturber la séquence de verrouillage mécanique, interrompre la ligne de signal, ou attirer l'attention directement sur la porte de fer et ce qui se trouvait derrière elle. Il fit un choix.
Il désactiva les caméras de surveillance interne, s'assurant qu'aucune trace de ses derniers mouvements ne puisse jamais être retrouvée. Il descendit les marches de pierre une ultime fois. Il manœuvra les lourds verrous mécaniques, vérifiant que le confinement demeurait intact. Il remonta à la surface et rentra dans la maison silencieuse et scellée, où le haut-parleur de surveillance installé dans ses quartiers privés transmettait toujours le rythme basse fréquence émanant du socle rocheux en dessous. Il s'assit et écouta jusqu'à ce que son propre cœur cesse enfin de battre. L'incident de Santa Fe fut classé sans explication publique. Les structures d'ingénierie anormales, les coordonnées astronomiques, les découvertes génétiques classifiées, le circuit de surveillance analogique actif, rien de tout cela n'allait jamais être résolu par une enquête standard. Tout fut géré, transféré et enterré une seconde fois, cette fois sous des protocoles de classification plutôt que sous la roche. Le contrôle passa des mains tremblantes d'un civil vieillissant vers la machinerie silencieuse et calculée d'un appareil gouvernemental qui, de toute évidence, n'avait jamais vraiment tourné le dos à cette affaire. Les agents se retirèrent, les systèmes LIDAR furent emballés et évacués. La propriété disparut des archives publiques accessibles. Sous le socle rocheux, la porte de fer rouillé demeure, ses soudures intactes. Et bien en dessous de la surface du désert de Santa Fe, hors de portée de toute perception ordinaire, cette vibration basse fréquence poursuit son rythme mécanique, exactement comme lorsque Gene Hackman était encore là pour l'entendre. Tout ce à quoi il avait consacré une vie entière à écouter est toujours présent. Seul celui qui écoute a été remplacé. Si cette histoire a soulevé plus de questions qu'elle n'en a résolu, c'est tout à fait normal. Abonnez-vous pour d'autres enquêtes qui vont là où le dossier officiel s'arrête.